Et voilà. Alors, maintenant, je vais inviter notre animateur de ce soir, Bertrand, à se présenter et je vous laisse la parole, Bertrand. Merci beaucoup, ma belle. C'est un plaisir d'être là ce soir. Merci pour l'invitation. Merci à PPE. Chers parents, bonsoir. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Et je suis certain qu'ensemble, nous passerons une heure riche, riche en réflexion, riche également en partage d'expériences, riche en discussion. Je suis Bertrand Defoe. J'ai l'habitude depuis plusieurs années maintenant d'animer des conversations à PPE. J'ai commencé il y a environ 13 ans maintenant, lorsque ma première fille, j'ai deux filles et puis un garçon, le dernier, lorsque mon aîné donc a commencé ses études à la maternelle. J'ai commencé à animer les conversations. À l'époque, ça se faisait en présentiel. Et puis, bon ben, des années plus tard, surtout lorsque la pandémie a surgi là de nulle part, nous sommes tous passés en mode virtuel. Donc, à la base, je suis enseignant. J'ai enseigné une quinzaine d'années au Canada, majoritairement en Ontario, mais aussi un petit peu pendant 2 années au Québec. Donc, je reste, même si je ne suis plus en salle de classe, je reste membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. J'ai fondé en avril 2016, donc bientôt 9 ans, mon cabinet de formation, de coaching, de consultation, Education Consulting Inc. Et nous sommes membres de la Chambre de commerce, membres de la Fédération des coachs certifiés et de d'autres organisations professionnelles. Alors, ce soir, je suis simplement parent. Comme je disais tantôt, j'ai trois enfants. Mon aîné est en 12e année. Donc, elle gradue là dans quelques mois. La deuxième est en 8e année et puis le dernier, le garçon, est en 3e année. Je suis arrivé au Canada, c'est important pour la thématique d'aujourd'hui, hein. On parle du mois de l'histoire des Noirs et puis de comment les parents immigrants peuvent aider leurs enfants. Alors, je suis arrivé au Canada en octobre 2004. Donc, ça va bientôt faire 21 ans cette année. Et mes trois enfants sont nés ici. Bien. Alors, la conversation de ce soir euh, porte sur la célébration hein, du mois de l'histoire des Noirs, donc des contributions des communautés noires à l'histoire, à l'économie, au dynamisme de notre pays, le Canada. Je vais rappeler un peu d'histoire, si vous permettez, avant d'ouvrir les discussions, les échanges. C'est en 2008 que le sénateur Donald Oliver, dans le premier noir, la première personne noire nommée au Sénat, ici au Canada, donc, a déposé une motion afin que ses pairs se prononcent sur la pertinence de d'instaurer, donc de choisir le mois de février comme euh, mois de l'histoire des Noirs, donc pour célébrer les contributions des communautés noires à l'édification du Canada. Donc tout est parti de cette motion-là en 2008. Alors aujourd'hui au Canada, les communautés noires, selon le recensement de 2021, ce sont les derniers chiffres disponibles selon mes recherches en tout cas. Dans le recensement de Statistique Canada là, de 2021, ce recensement nous dit que en 2021, il y avait environ 1,5 million de Noirs au Canada. Et selon les projections, en 2041, ce chiffre devrait au minimum doubler, donc 3 millions et un peu plus aux environs de 2041. OK. Ce que Statistique Canada nous dit également, c'est que 4 sur 10 de,
de ces populations noires-là sont nées ici, sont nées au Canada, toujours selon le recensement de 2021. Alors, d'autres chiffres encore que j'ai trouvé et que je vais vous partager qui me semblent très, très intéressants, c'est que de toutes ces communautés noires-là qui viennent d'environ 180 pays, hein, quand même, une très, très, très grande diversité, mais environ presque la moitié, c'est-à-dire 42,5%, sont originaires des Caraïbes. Donc, Haïti, la Jamaïque, etc., donc les Caraïbes. Environ donc 42,5%. Mais il y a une grosse différence entre les populations noires originaires des Caraïbes et celles notamment originaires d'Afrique sur le moment de leur arrivée au Canada. Parce que les populations, toujours selon le recensement de 2021 de Statistique Canada, les populations noires originaires des Caraïbes, majoritairement sont arrivées ici entre 1960 et 1990. Donc, plus de 54%. Alors que les populations noires originaires d'Afrique, leur immigration est récente, là, relativement, surtout depuis 2011. 2011 à 2021, surtout. Un chiffre très, très, très important pour la conversation de ce soir, c'est que presque 42%, 41,9% des populations noires au Canada sont âgées de 25 ans et moins. Donc, 41, presque 42%. C'est quand même très, très important. Ça veut dire que c'est une population très, très, très jeune. Donc, tout à l'heure, quand on va parler de, OK, quelle stratégie on met en place pour nos enfants, euh, pour la deuxième génération, et ainsi de suite, c'est un élément vraiment important à retenir. Donc, 41,9% donc des populations noires au Canada sont âgées de 25 ans et moins. OK. Très important. Alors, je vais m'arrêter là. Il y a d'autres statistiques, mais que je vais donner au fil des conversations, au fil de la conversation. Alors, ce soir, notre discussion va couvrir trois grands volets. Le premier, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, nous favorisons la réussite éducative scolaire de nos enfants. Ça, c'est le premier élément. Étant entendu que le système d'éducation dans lequel nous avons été formés, dans lequel nous avons grandi, nous comme parents immigrants, a quand même beaucoup de différences par rapport au système d'éducation canadien aujourd'hui. Juste un exemple comme ça, je me rappelle là, quand j'allais, ça c'est il y a quelques années, j'ai découvert ça évidemment à travers ma première fille. Une fois, je suis allé à une soirée de parents et puis il y avait, en fait, c'était une soirée pour les mathématiques, pour aider les parents à donner les stratégies aux parents pour que les parents donc, puissent mieux soutenir, appuyer l'apprentissage des mathématiques de leurs enfants à la maison. Et les stratégies que le prof, hein, le formateur ou le consultant ce soir-là montrait étaient très, très différents de comment est-ce que mon épouse et moi, comment est-ce que on nous a appris les mathématiques, la façon de poser les opérations, même simplement la division, les symboles utilisés. Juste ces petits éléments-là sont différents. OK? Donc, juste ça. Évidemment, ça va plus loin encore que ça. Donc, premier point, comment est-ce que nous, parents, nous favorisons, nous contribuons à la réussite éducative scolaire de nos enfants? Deuxième volet de la conversation de ce soir, c'est l'importance de trouver un équilibre, le mieux possible, évidemment, ce n'est pas évident, mais de trouver un équilibre entre la culture dominante du pays d'accueil et les valeurs sociales, les valeurs culturelles des pays d'origine. Ça peut représenter un défi sous différents angles. Par exemple, il y a une statistique que je veux partager sur ce point. Euh, dans le recensement, encore une fois, de Statistique Canada 2021, c'est que les, les populations immigrantes en général et les populations noires en particulier sont
celles qui, comment je vais dire que ça, sont celles qui se réclament le plus d'une religion, d'un groupe religieux. À 85% environ, un peu plus de 85% pour les populations immigrantes en général et jusqu'à 93% pour les populations immigrantes originaires d'Afrique, donc qui se réclament d'un groupe religieux, peu importe le groupe, contre environ 65% pour les populations non immigrantes au Canada. Donc on voit quand même que c'est un décalage quand même assez important. Donc ça, c'est au niveau de la culture, au niveau des valeurs, hein. C'est juste un élément. Et troisième volet maintenant ce soir que pourrait prendre notre conversation, ce sont les défis et les perspectives là, pour les populations immigrantes, les populations noires en particulier, des deuxième et troisième générations donc, au pays. Alors, voilà comme ça les trois grands pôles de notre conversation. Sentez-vous libre, évidemment, de choisir le pôle ou les pôles qui vous interpellent le plus, celui en tout cas que vous souhaitez développer, pour lequel vous voulez peut-être, je l'espère, partager vos expériences. Voilà, ma belle et chers parents, ce que je souhaitais dire en introduction de cette soirée. Nous avons environ 45 minutes encore. Là, les micros sont ouverts, comme ma belle le rappelait euh, à l'ouverture là, tout à l'heure. Juste, il vous suffit d'appuyer sur le symbole là, de la main et puis, évidemment, nous vous donnerons la parole. Alors, merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait faire un tour de salle, ma belle, déjà pour savoir euh, d'où les parents nous suivent ce soir. J'ai reconnu Monsieur Gaston, qui est un habitué des soirées de PPE. J'ai eu le plaisir bien souvent là voilà de de le rencontrer lors des événements de PPE. Et si je ne m'abuse, Monsieur Gaston, ou bien si vous n'avez pas déménagé ces derniers temps, il me semble que vous êtes dans le nord. Est-ce que c'est à Sudbury encore ou dans une autre ville du nord, Monsieur Gaston? Oui, je demeure toujours tout près de entre Norby et Sudbury. Voilà. Puis, oui, ça fait bien. J'ai grandi dans mon village, un village de campagne, hein. C'est un tout petit Mhm. village, puis on est bien heureux ensemble. Fait que, que j'avais à dire euh, pour mes jumeaux, ça fait déjà, ils sont rendus à 17 ans, 18 ans. C'est les deux sont rendus au collège. Puis Mhm. ils sont toujours après m'appeler, comment ça va, puis des conseils. Puis Mhm. c'est pour ça que j'aime bien me tenir près de PPE pour leur donner des bonnes idées, puis des bons conseils pour quoi faire, pour comment investir, puis aller mieux dans leur entretien. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Excellent. Mhm. Super. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Merci Gaston. Bertrand pour l'introduction aussi. C'était enrichissant. Merci. Merci bien. Merci d'être là comme d'habitude, hein. Toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles et d'avoir des nouvelles de vos petits-fils là. Donc, comme le temps passe vite, en effet. Oui, Oui. Donc, il y a Mélanie qui écrit dans le clavardage. Je vais aller voir ça. Mélanie dit, je suis un parent de deux garçons, jardin et troisième année à Cornwall. Excellent. Je suis un membre du conseil des parents à l'école élémentaire catholique Notre-Dame. Merci, merci beaucoup pour le partage, Mélanie. Excellent, super. Est-ce que les autres parents veulent bien dire un mot, se présenter? Dans quelle ville êtes-vous? Sentez-vous libre, soit d'écrire dans le clavardage, soit voilà, de lever la main et puis évidemment, on vous donne la parole.
Alors, pas pour l'instant. Il me semble que les parents hésitent à contribuer pour le moment. On espère qu'il y aura des échanges pour que ce soit très enrichissant. Voilà. Euh, Teresa dit, je suis un parent d'un garçon. Voilà, je vais aller voir ça. Voilà, je suis un parent d'un garçon de 16 ans et d'une fille de 11 ans. J'habite à Vaughan. OK. Merci beaucoup, Teresa. Bienvenue, merci d'être là. Nabinta écrit, voilà, bonjour, je suis Nabinta, je suis à Ottawa, parent de 3 enfants. Voilà, merci, Nabinta. Évidemment, Mélanie, vous pouvez continuer à communiquer dans le clavardage, hein, nous nous ferons plaisir de lire, de partager avec toute la communauté ce soir, donc, vos contributions. Donc, merci encore. Bien. À favoriser la réussite éducative de nos enfants. Comment est-ce que, comme parents, nous pouvons contribuer à la réussite éducative, scolaire de nos enfants ou de nos petits-enfants? De quelle façon? Tout à l'heure, je parlais de participer à une soirée, de participer à des soirées, il n'y a pas qu'une, hein. Participer à des soirées organisées par les écoles, soirées curriculum, par exemple, au mois de septembre, durant lesquelles les écoles, les profs présentent le programme, hein, qui va être couvert durant l'année ou bien durant le semestre. Il y a aussi, comme nous savons, soirée des bulletins. Les parents et tuteurs, tutrices sont invités à rencontrer les profs pour discuter du comportement, discuter du rendement académique des enfants. Et entre tout cela, il y a des sorties éducatives, il y a des soirées cinéma, comme bientôt, je pense que d'ailleurs c'est demain soir, là, à l'école de mon dernier. Ça, c'est une façon donc de participer, de contribuer à la réussite éducative de nos enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors, il y a, j'espère que je prononce bien, je m'excuse déjà d'avance hein, si je ne prononce pas comme il faut certains noms. Euh, Talit Ait Radi, désolé pour la prononciation. Qui dit, je suis une maman de 2 enfants, mon garçon qui a 8 ans et une fille de 6 ans. Nous sommes des nouveaux arrivants à Ottawa. Bon, bienvenue en Ontario, bienvenue au Canada. Nous venons d'Algérie. Mes enfants fréquentent l'école Charlotte Lemieux. Donc, merci beaucoup, Madame Radi. Voilà. De quelle autre façon nous pouvons contribuer à la réussite éducative de nos enfants, de nos petits-enfants? Sentez-vous libre de partager dans le clavardage ou de lever la main pour prendre la parole. Quelle autre façon? J'ai remarqué, dites-moi si vous avez fait la même observation, que, par exemple, moi, bon, j'ai grandi au Cameroun et je sais que mes parents, ma maman notamment, étaient très impliqués. Elle est d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, hein, malgré mon âge, elle continue à demander de mes nouvelles et les nouvelles de ses petits-fils et de ses petites-filles, etc., etc. Ma maman était très impliquée dans mes études, très impliquée, m'accompagnait à la bibliothèque, même quand j'étais déjà à l'université, etc., etc. Mais à moins que mes souvenirs me trompent, là, elle est venue à mon école secondaire durant les 7 années, là, le secondaire, pas plus de 3 ou 4 fois, pas plus que ça. Et je peux vous dire que c'est parce que, voilà, à certains moments, je n'avais pas forcément le meilleur comportement là dans tous les cours. Certains moments durant le cursus et il fallait qu'elle vienne parce que voilà,
il y a un prof qui tenait à parler aux parents, etc., etc. Et pourtant, elle était très impliquée, voulait savoir comment ça se passe, elle me posait des questions, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand j'avais besoin de matériel extra, elle était toujours là. Les, les magazines, les journaux, les bibliothèques, etc., etc. Mais elle ne venait pas au lycée. Alors, ça, c'est un peu dans la culture, je crois, de beaucoup de parents issus de l'immigration. Pas mal, pas mal, pas mal. Où il y a un peu comme une distance entre, bon ben, moi, parent ou nous, parents, on s'occupe des enfants à la maison. Et puis, OK, l'école, les profs sont à l'école et puis s'occupent de nos enfants à l'école. Dans la tête de beaucoup de parents immigrants, il y a cette séparation-là. Par contre, en Ontario, c'est très, très différent. Si vous êtes là depuis plusieurs années, depuis peut-être une année seulement, hein, vous avez probablement remarqué déjà que c'est différent. Les parents sont souvent invités à l'école. On encourage, le système d'éducation encourage les parents à venir dans les écoles, voilà, à faire même des présentations en salle de classe hein, de leur culture, de leur parcours académique, professionnel, présenter leur métier, etc., etc. C'est très, très, très encouragé. Donc, ça fait que souvent, on pourrait avoir l'impression que les parents immigrants, certains évidemment, pas tous, un certain pourcentage quand même, selon mon expérience strictement personnelle, un pourcentage quand même important de parents immigrants qui donnent l'impression de ne pas beaucoup s'impliquer dans à travers leur présence à l'école, dans les écoles, même si à la maison, évidemment, ils aident, mais ne pas être forcément présents à l'école, lors des activités, lors des soirées. Je crois que ça vient aussi du fait que, bon, ben, eux, en tant que jeunes, là, dans le système dans lequel ils ont grandi, dans lequel elles ont étudié, ce n'était pas une habitude là, de voir les parents aller à l'école et ainsi de suite. Ça peut expliquer cela à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos observations? Quel est votre vécu par rapport à ça? Sentez-vous libre d'écrire dans le clavardage, de lever la main et de partager vos expériences ou simplement de poser une question? Il y a quelques parents qui nous ont fait savoir qu'elles venaient d'arriver en Ontario. Vous pouvez poser des questions, peut-être pour mieux comprendre le système d'éducation dans la province. C'est le moment. OK, Teresa, merci pour votre contribution. Teresa dit, je suis un membre de conseil d'école. Donc, elle distribue des pizzas, par exemple. Excellent. C'est une très, très, très belle façon d'ailleurs de contribuer à la réussite éducative de ses enfants. Être membre du conseil d'école. Bravo, félicitations. Très, très important. Et je rappelle que les conseils d'école, notamment si vous venez d'arriver dans la province, là, les conseils d'école jouent un rôle très, très, très important dans les écoles, dans le système d'éducation dans la province. De quelle façon? Eh bien, c'est le regroupement des parents de l'école. Hein. Normalement, ces parents sont élus la plupart du temps, à moins que, voilà, qu'il n'ait pas eu assez de candidatures. Et puis là, évidemment, on va considérer que les personnes qui se sont portées volontaires de facto automatiquement deviennent membres du conseil d'école. Sinon, on passe par des élections. Et donc, le conseil d'école est la voix de tous les parents de l'école. Et le conseil d'école est souvent consulté par l'équipe de direction de l'école. Donne son avis, propose des projets, organise des activités, peut faire des levées de fonds aussi, et ainsi de suite pour
voilà, pour appuyer les apprentissages, contribuer à acheter du matériel scolaire, etc., etc. Donc, c'est vraiment un rôle extrêmement important que joue le conseil d'école. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme contribution à la réussite de nos enfants ou de nos petits-enfants? Réussite éducative de nos enfants. De quelle façon vous contribuez encore? Je sais que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses là, dans les écoles de vos enfants. Ou bien de quelle façon vous contribuez à la maison, à la réussite éducative de vos enfants et petits-enfants. Oui, tout à fait. Aider, merci Teresa. Aider avec les devoirs, absolument, absolument. Aider avec les devoirs, aider avec les projets. Je me rappelle mon dernier, il a présenté son projet la semaine dernière et c'est surtout mon épouse qui l'a aidé pour ce projet-là. Le projet, c'était en sciences, là. Il fallait présenter un animal. Chacun dans la classe devait choisir un animal, expliquer pourquoi il ou elle a choisi cet animal et puis nommer quelques caractéristiques de l'animal, comment l'animal, où est-ce que l'animal vit, comment est-ce que l'animal se nourrit, etc., etc. Alors, voilà, avec de belles images, ainsi de suite. Et ça a été un très, très, très beau projet qu'il a beaucoup aimé, là. Nabin t'a écrit, j'aide mes enfants à réviser les leçons. Super, effectivement. Bravo. Et Olivier a dit, discuter avec les enseignants pour demander des ressources pour aider à la maison. Oui, oui, oui. Très, très, très bon point. Très, très bon point. Merci. Moi, une question que je pose toujours aux profs de mes enfants, euh, quand je vais les rencontrer la soirée consacrée au bulletin, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire à la maison pour appuyer davantage nos enfants? Ok, c'est peut-être bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quelles sont les ressources que vous pouvez mettre à notre disposition? Quelles sont les stratégies qu'on devrait utiliser pour amener pour amener nos enfants à s'améliorer? Ces types de questions-là permettent aux enseignants de donner encore plus de ressources et encore plus de ressources et encore plus de ressources. C'est très enrichissant. Merci. Merci, Olivia. Madame Radi écrit, actuellement, je travaille en tant qu'une bénévole avec le programme ABC, où nous aidons les élèves de l'école élémentaire Marie Curie qui ont des difficultés en mathématiques. Excellent. Cette expérience m'a beaucoup aidé à comprendre le système éducatif canadien. Bravo. Bravo, Madame Radi. On ne se sera jamais de dire que le bénévolat est très, très, très important. Je le dis dans toutes mes conférences, dans tous mes ateliers, là, aux, notamment aux nouveaux immigrants, aux nouveaux arrivants. Le bénévolat est essentiel. Beaucoup d'immigrants ne le savent pas, l'ignorent, ou bien on le leur dit, mais ne comprennent pas, parce qu'ils ont l'impression que, voilà, le bénévolat, ce n'est pas valorisé, ils cherchent un travail rémunéré, et pourtant le bénévolat constitue souvent la première porte d'entrée là, vers un emploi rémunéré. Ok, et même si on n'a pas un emploi rémunéré tout de suite, ça permet de mieux comprendre le système d'éducation, de mieux comprendre la société, de commencer à développer son réseau et ainsi de suite, ainsi de suite.
Il n'y a que des avantages à faire du bénévolat. Donc, bravo, Madame Radi. Excellent. Très belle expérience. Beaucoup de beaux partages là jusqu'ici. Une façon d'aider aussi, c'est d'accompagner les classes, hein, la classe de notre enfant lors d'une sortie éducative. Souvent, les profs ont besoin surtout là, on est déjà au mois de février, vous allez voir au mois de mai et juin, là, les 2 mois avec le plus de sorties scolaires. Souvent, les profs vont envoyer des petits messages pour solliciter la présence des parents afin voilà, de superviser telle ou telle sortie, telle ou telle activité. Ce sont de belles occasions, là, une fois de plus, chers parents, de nous impliquer, de donner un coup de main aux écoles, etc., etc. Et selon les recherches, je vais en parler, parce que comme je vous ai dit, j'ai enseigné une quinzaine d'années au pays, ici. Selon les recherches, l'implication des parents, que ce soit à l'école ou à la maison, d'abord à la maison évidemment, et puis à l'école, l'implication des parents constitue le facteur numéro un de la réussite des enfants. Bien avant les compétences des profs, bien avant, voilà, est-ce que l'école a toutes les ressources pédagogiques, didactiques et que sais-je encore, l'élément numéro un, ce sont les parents. Les parents tuteurs. L'implication des parents tuteurs, tutrices, c'est l'élément numéro un dans la réussite des enfants. Numéro un. Donc, nous avons vraiment un rôle fondamental à jouer. Alors, ne l'oublions pas. Est-ce qu'il y a une dernière contribution avant qu'on passe à l'autre volet, qui est de trouver l'équilibre entre la culture dominante, ici au Canada, et certains éléments culturels, certains éléments, voilà, sociaux, dans lesquels nous, parents, nous avons grandi et qui pourraient être différents de certains éléments, de la culture dominante au Canada. Est-ce qu'il y a une dernière contribution pour le premier volet, qui est de favoriser la réussite de, des élèves, des enfants? Non, pas pour l'instant. OK. Alors, on va passer au deuxième volet de notre conversation. Ah, tiens, il y a un mot. OK, bien. Bon retour, Mélanie. Bon retour. Ça fait plaisir, là. Merci. Merci d'être là. Là, nous passons au deuxième volet. Comment trouver un équilibre entre la culture dominante canadienne, entre les valeurs canadiennes et les valeurs de nos pays d'origine quand on est immigrant? Parce qu'il y a quand même, il y a des éléments qui peuvent ne pas concorder. On peut ne pas être tout à fait confortable, à l'aise avec tel ou tel aspect de la vie sociale au Canada. Comme, avez-vous un exemple que vous voulez partager et que faire dans ces situations-là? Je vais vous raconter une petite anecdote pendant que vous réfléchissez, que vous écrivez peut-être dans le clavardage, si vous le voulez bien. Alors, nous sommes jeudi déjà, je pense que ça fait 2, 3 jours à peu près. J'avais comme ça, avec mon dernier, je discute beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mon garçon, énormément. Avant, c'était mon aîné, bon, déjà 17 ans, ok, très autonome, ainsi de suite. Elle s'est rapprochée pas mal de sa maman. Maintenant, je cause énormément avec mon garçon. Alors, je sais pas comment on en est arrivé là, mais il me demande, mais papa, pourquoi est-ce que quand tu salues certaines personnes, tu enlèves ton chapeau? Ah, je dis, oh, ok. Je dis, bah, bonne question, mon garçon. J'aime ta question. Puis je lui dis, ah, tu sais, au Cameroun, là, quand j'ai grandi, quand on salue les aînés, on enlève le chapeau. C'est comme ça. Il me dit, mais pourquoi? Il dit, ah, il dit, c'est parce que ça veut dire qu'on a du respect, on respecte cette personne. Personne n'est plus âgée que nous.
Même si c'est pas quelqu'un de la famille, mais si c'est quelqu'un qui est comme un papa ou comme une maman, on va enlever le chapeau pour saluer cette personne. Il a, il m'a regardé, il a eu du mal à comprendre. Il dit, mais comment ça, c'est du respect? Et puis je souris et dit, mais c'est comme ça, c'est la culture, c'est comme ça au Cameroun, quand tu enlèves le chapeau, ça veut dire que c'est du respect, c'est comme ça, c'est une façon de dire que tu respectes cette personne. Bah, pour moi, c'était tellement évident, mais pour lui, c'était pas si évident, mais si je peux juste me garder je voyais dans son regard qu'il me disait, mais je peux juste garder mon chapeau et puis je n'ai pas insulté la personne, je n'ai rien fait de mauvais, je n'ai pas, donc je respecte la personne. Mais pour moi, non, c'est pas ça. Je dois enlever ma casquette. Alors, ça, c'est juste un petit exemple, là, comme ça, de différence. Voilà. Et, il y en a d'autres très certainement. Alors, Mélanie, je suis pas sûr de vous poser une question, mais ce n'est pas très clair pour moi. S'il vous plaît, dans le Je m'excuse, clavardage. je vais juste vous le dire. C'est parce que je voulais juste que vous répétiez la question, mais je voulais pas vous interrompre. Mais j'ai Oh, comme... ok. Évidemment, Désolée. je vais répéter. Là, on est dans le deuxième volet là, de la conversation, Mélanie. C'est comment trouver, comment réussir à trouver un équilibre entre, quand on est immigrant, là, les valeurs dans lesquelles, en tant que parents, nous avons grandi, on nous a éduqués, voilà, la société dans laquelle nous avons évolué très jeunes quand nous étions beaucoup plus jeunes, et certaines valeurs de la société canadienne. C'est pour ça que j'ai raconté la petite anecdote là avec mon petit garçon là, qui a bientôt 9 ans, concernant la marque de respect. Hein. Quand on salue, moi j'ai grandi au Cameroun, alors au Cameroun et dans beaucoup de pays africains que je peux connaître, là, quand on salue une personne plus âgée que nous, pas juste d'un an ou de 2 ans, mais vraiment quelqu'un d'une autre génération, là, si on porte un chapeau, un bonnet, on l'enlève en signe de respect, la plupart du temps. On va l'enlever. Alors j'expliquais ça à mon garçon, mais lui, là, il avait du mal à comprendre, mais comment ça veut dire que c'est du respect? Donc, il fallait que j'explique, que je trouve une façon de... Pour moi, c'était tellement évident, mais pour lui, non, pas du tout. OK. Donc, alors il y a Teresa qui dit, c'était difficile d'appeler une adulte par son nom. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Il y a ça. Euh, merci. Un autre élément encore, là, pendant que vous réfléchissez, vous trouvez d'autres situations, j'espère. Une autre différence, mais ça fait quelques années maintenant. Maintenant, mes enfants sont habitués à ça. Euh, souvent, on a de très bons amis, des amis vraiment très proches, un peu comme de la famille déjà. Et quand ils viennent à la maison, bon, les enfants déjà savent que tel ami, on est tellement proche que il est comme un frère ou il est comme un cousin, elle est comme une cousine. Alors les enfants vont les appeler tonton ou tantine. Donc tonton, oncle, tantine, tante. OK. Et je me rappelle très bien, il y a plusieurs années, là, quand elles étaient toutes petites, c'était, mais papa, maman, pourquoi? Est-ce que telle personne est de notre famille? Est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ta sœur? On disait non. Ce sont des amis très proches. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Pour certains, on se connaît depuis, depuis le Cameroun. D'autres, on a fait l'Europe ensemble. Et ça fait tellement longtemps pour certains d'entre eux que c'est comme des frères. Donc, quand ils viennent ici, hein, vous n'allez pas les appeler tel ou tel, vous allez les appeler tonton tel, et puis ou tantine. Bon, ok. Tonton ou tantine. Ils se sont habitués à ça. Ça, ils ont compris. Ils ont fini par comprendre et par l'accepter. Alors, Mélanie écrit, merci Mélanie, personnellement, je trouve que la culture française est naturelle, très respectueuse et polie. Et la plupart des nouveaux arrivants à l'école de mes enfants sont déjà en train d'adapter les habitudes rapidement. Donc, moi, je trouve qu'il y a un bon équilibre. Voilà. Merci beaucoup, pour le partage, Mélanie. Excellent, merci. Olivia écrit, même en milieu de travail, on n'appellerait jamais son patron par son prénom. Ça, c'est vrai. Oui. Oh, ça. Absolument, le Canada, ouais, ou l'Amérique du Nord en général, c'est vraiment spécial ça, là.
Oui, oui, oui. Je suis passé par l'Europe, là. Je passé quelques années en Suisse où j'ai étudié, à l'Université de Genève. Et puis, jamais on appelle, je travaille aussi comme étudiant, jamais on appelle en Europe France-Suisse, par exemple. Je connais pas toute l'Europe, évidemment. On appelle un patron, un superviseur, un prof, une prof, par son prénom. Jamais, 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 jamais. On va toujours dire monsieur tel, madame tel, et c'est son nom de famille. Au Canada, c'est vraiment, oui, c'est assez particulier, effectivement. Merci, Olivia. Très belle différence ici. Tout à fait. Quelle autre différence voyez-vous encore? Quand je suis arrivé au Canada, c'était au Québec. À Québec, précisément, j'ai passé de belles, belles, très belles années dans la ville de Québec, où j'ai notamment étudié à l'Université Laval. Et je me rappelle là, un de mes, une de mes premières découvertes, première différence là, un petit choc culturel, c'était à l'université quand j'ai vu des camarades manger en plein cours, pas manger une barre, je sais pas moi, une barre de céréales par exemple, mais vraiment tout un repas, tout un plat, sans que ça ne dérange personne, sans il ou elle ne se sente gêné du tout, du tout, du tout, du tout. Et pour moi, c'était, oh, ah oui, on peut manger en salle de cours comme ça, sortir son bol de ci ou son bol de ça, et puis être parfaitement à l'aise. Mais après, j'ai compris pourquoi. Pourquoi est-ce que, voilà, ça ne dérangeait personne. C'était tout à fait normal. Donc, pour moi, ça a été une de mes premières découvertes, là, au Canada. Alors, Mélanie, ok. Non, avant Mélanie, il y a Alpha, Alpha qui dit, oui, tutoiement versus vouvoiement, effectivement. Ouais, au Canada, on tutoie pas mal vite, là, en fait, ouais, par rapport à d'autres pays. Et puis Mélanie écrit, je trouve que le tutoiement par rapport au vouvoiement est une question de génération également. Oui, sans doute, c'est vrai. Oui, et effectivement. Bon point, Mélanie. Navin t'a dit, oui, moi également, elle confirme, c'est bien. Donc, il y a quelques belles différences comme ça, là. Avez-vous d'autres anecdotes, d'autres différences que vous avez observées? Que vous voulez partager avant qu'on passe au troisième volet de notre conversation ce soir? Je pense que Teresa a levé la main. Oh, pardon, j'ai manqué ça. Oui, allez-y, Teresa, s'il vous plaît. J'ai manqué votre nom. J'aimerais Merci, ma belle. J'aimerais ajouter qu'on devrait mettre toutes les choses en équilibre à propos de euh, nos enfants avec nos amis, parce que des fois, ils appellent ma tante, un oncle, quelque chose comme ça pour montrer la politesse. Mais on a remarqué que quand c'est le temps pour trouver quelque chose, quelqu'un pour se marier, ils pensent qu'ils sont relatifs. Ils pensent qu'ils sont. Donc, je pense, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je vous dis? Donc, c'est mieux de le dire, mais, même si cette personne est sa tante, son oncle, mais c'est pas proche. C'est pas, on n'a pas proche, parce que j'ai remarqué, il y a deux personnes, deux garçons, que ils ont dit qu'ils ne voulaient pas se marier avec une fille parce qu'ils sont comme une famille. Mais vraiment, ils n'ont pas de la même famille. Hmm. Est-ce que vous comprenez? Donc, Si, j'ai compris. Oui. quand on parle de ça pour le politesse, on va plus expliquer que c'est pas Mhm. plus proche que vous Tout à fait. se marier, quelque chose comme ça. Tout à fait. Merci, Teresa. Oui, je vous ai bien compris cela. Effectivement,
Tonton, tantine, oui, par respect, voilà, culturellement, mais préciser que ce sont des amis proches, voilà, on se connaît depuis longtemps, etc., etc. Mais ce n'est pas la famille. C'est la famille au sens, on va dire, culturel, symbolique, métaphorique, mais ce n'est pas c'est pas la famille de sang, on va dire que ça comme ça, effectivement. Ouais, c'est un bon point pour que les enfants comprennent bien. Très, très bon point. Merci pour le partage, Teresa. Et puis, je voulais vous dire, chers parents, que ma belle a mis dans le clavardage un lien, le lien de l'évaluation, là, pour que vous puissiez évaluer cette soirée, dire comment vous l'avez trouvé, ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on aurait pu faire différemment, etc., etc. Donc, n'hésitez pas vers la fin donc, à remplir l'évaluation. Merci beaucoup, ma belle. Oui, merci Bertrand. OK. Bien. On va passer au dernier volet de notre conversation ce soir. Défis et perspectives des Canadiens de deuxième et troisième génération. Défis et perspectives des personnes immigrantes dans de deuxième et troisième génération. Là, on nous demande de nous projeter un petit peu. Peut-être que parmi nous, il y a, qui sait, peut-être que parmi nous, il y a des personnes immigrantes de deuxième génération, par exemple. Ça se pourrait, peut-être. Si c'est le cas, si vous voulez bien le dire, et peut-être partager vos observations. Qu'est-ce que vous avez remarqué? S'il y en a parmi nous qui sont de la deuxième génération, par exemple, hein, qu'est-ce que vous avez remarqué entre vous et la génération de vos parents, ici au Canada? Et pour tout le monde, si on n'est pas de la deuxième, si on est de la première génération, par exemple, euh, comment est-ce qu'on visualise l'avenir de nos enfants au Canada? Quelles sont les perspectives? Est-ce que, par exemple, les Canadiens immigrants de deuxième génération, est-ce que les Canadiens immigrants de deuxième génération pourraient faire face aux mêmes difficultés que ceux de la première génération? Exemple, ça c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que les Canadiens d'origine immigrants de deuxième génération auront plus d'opportunités en termes d'emploi, par exemple, plus d'opportunités de travail que leurs parents? Est-ce qu'il y a d'autres défis? Est-ce que, bon, la question de la langue, je discute avec beaucoup de parents, vous aussi certainement, la question de la langue, par exemple, bon, nous francophones, est-ce que nos enfants, petits-enfants, vont continuer à parler la langue française? Et beaucoup d'entre nous, nous sommes arrivés avec parlant une langue autre que le français et l'anglais, pour plusieurs parents aussi. Je sais que pour beaucoup de parents, c'est un souci, c'est une préoccupation. Est-ce que les enfants de deuxième génération, en plus évidemment de garder leur français, est-ce elles vont être capables de garder la langue d'origine là, de leurs parents? Euh, OK. Exemple, la question linguistique, la question de le relier à l'emploi, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment est-ce que vous vous projetez? Comment est-ce que vous voyez l'avenir par rapport à nos enfants? Dans notre cas, on parle français à la maison, hein, constamment, 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 constamment français. Les enfants, évidemment, quand on est en Ontario, qu'on est né ici ou qu'on est arrivé très jeune, c'est évident qu'on va parler anglais. Les enfants apprennent les langues très, très, très facilement. Mais on met un point d'honneur vraiment à parler français. Donc, nos enfants parlent très, 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 très bien français.
très bien anglais aussi, sauf le dernier pour l'instant, il n'est qu'en troisième année. Ok, Olivia, un message, non, ma belle, un Oui, message oui, dans le chat. je vais Ok, répondre, super, Olivia. Merci. merci beaucoup. Maintenant, pour ce qui est de nos langues africaines, c'est là que nous avons tout un travail à faire, tout un défi, hein. Ils comprennent un petit peu, mais vraiment la toute petite base, je dois l'avouer, la toute petite base, il n'a pas, presque pas. Et nous avons, nous avons du chemin à faire là-dessus pour ce qui est de nos langues africaines. Alors, il y a un partage dans le, alors Madame Radi qui dit, par exemple, pour mon fils a fréquenté seulement l'école arabe en Algérie. OK. À notre arrivée, j'ai beaucoup travaillé avec lui, en commençant par la lecture de niveau 1 et aussi l'écriture. C'était un grand défi pour nous. Oui, et je suis sûr que vous avez relevé ce défi, Madame Radi, donc félicitations. Olivier a écrit, sincèrement, j'espère que les enfants aient le goût de garder plusieurs langues, car c'est un atout d'être plurilingue. Et effectivement, oui, très grand atout de parler plusieurs langues, pas seulement le français et l'anglais. Si on est originaire d'un pays où on parle d'autres langues, c'est un atout aussi de conserver et de transmettre le plus qu'on peut, de transmettre les autres langues aussi en dehors des deux langues officielles, donc de transmettre aussi d'autres langues, l'arabe, l'espagnol, etc., d'autres langues. C'est bien. Donc, la question linguistique constitue un beau défi pour moi, pour nous, euh, ici à la maison, pour nous comme parents. Un beau défi sur lequel nous devons fournir plus d'efforts. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voyez comme défi ou bien comme opportunité aussi pour la deuxième génération? Exemple d'opportunité, le test PISA. PISA, PISA, donc ça veut dire Programme international pour le suivi des acquis des élèves, Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Donc c'est un test qui se donne tous les 3 ans dans les pays membres de l'OCDE. Donc il se donnera cette année, en 2025, euh, aux élèves âgés de 15 ans. Et ça permet, de mesurer le niveau des élèves donc de 15 ans, âgés de 15 ans, en lecture, en sciences et en mathématiques notamment, et ensuite donc de comparer les données entre les pays membres de l'OCDE. Donc, voilà les deux grands objectifs de ce test-là, PISA, PISA, tous les 3 ans. Et ce qu'on a remarqué, pour ce qui est du Canada et probablement dans d'autres pays aussi, mais pour ce qui est du Canada, on a remarqué que les enfants de la deuxième génération performent mieux que les jeunes de première génération, ceux qui viennent juste d'arriver. Ok. Donc, la deuxième génération performe mieux que les jeunes de première génération au test PISA, par exemple. Ok. Donc, il y a des opportunités aussi euh, pour, euh, pour les jeunes de deuxième génération. Ok. Et il va nous manquer du temps. On peut prendre peut-être une dernière intervention, n'est-ce pas, ma belle? Il nous reste 2 minutes. Oui, bien sûr. S'il y a un ou deux partages, on peut prolonger de quelques minutes, si vous le voulez bien, sur ce troisième point, à savoir les défis, les perspectives, les opportunités euh, pour les enfants, les jeunes de deuxième génération. Mhm. Tu Oui, aimerais ajouter Gaston. quelque chose, Ben? Bien sûr, Oui, Gaston, bien sûr. oui, moi, je pense que l'avantage qu'on va avoir, c'est on a moins peur de parler notre propre langue. Partout ce qu'on va aller, j'ai remarqué dans les magasins, dans les restaurants, euh, même dans les cours d'école, euh, on n'a pas peur de parler notre propre langue. Tout le monde, il y aura moins d'importance sur les couleurs.
Mais les langues, il va toujours avoir une langue dominante, peut-être l'anglais, pour qu'on puisse tous se comprendre. Mais pour revenir à notre langue, langage français ou africain ou ça, il y aura, Mhm. il y aura pas, comme moi, dans ma génération, si tu parlais français, euh, please speak English, tu sais. Fait Mhm. que, Ok. on n'entendra plus Mhm. ça, là. C'est fini. C'est, Ok. il va y avoir plus de respect, plus de Mhm. compréhension. Il y a un bon avantage, on perçoit que Tout à fait. on n'a pas peur de parler notre propre langue. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Excellent. Ouais. Merci beaucoup, Gaston. Très bon point, effectivement. Très, très, très bon point. Oui. On se sent confortable, hein, de plus en plus de parler nos langues, de parler français ou de parler d'autres langues. Effectivement. Très, très bon point. Merci beaucoup, Gaston. Dernière intervention, peut-être, que ce soit à travers le micro ou bien dans le clavardage. Sentez-vous libre, chers parents, d'écrire encore un mot. Qu'est-ce que vous voyez comme perspective, comme défi, comme opportunité pour nos enfants? Non? Bon, je pense qu'on a épuisé. Ok. Ah, il y a quelques contributions qui viennent d'arriver. Alors, Olivia écrit, merci beaucoup, Olivia. Le défi est pour les parents de maîtriser le système scolaire et aussi post-secondaire. Oui, oui, c'est beaucoup de travail. Ça prend du temps, hein, de comprendre, de maîtriser, Olivia, comme vous dites, le système pour les parents. Effectivement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Je crois que le privilège que j'ai eu, euh, c'est que j'étais enseignant, comme j'ai dit, donc ça m'a aidé, évidemment, étant dans la profession, à connaître le système et à pouvoir donc non seulement mieux guider mes enfants, mais aussi soutenir, conseiller, appuyer d'autres parents. Et sinon, effectivement, oui, ça peut représenter un défi pour beaucoup de parents. Et merci, Olivia. Thérèse a écrit, c'est l'opportunité de parler en français. Oui, effectivement, on n'a pas toujours cette opportunité-là, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. D'où l'importance de participer aux activités, par exemple, de PPE. Il y a d'autres organismes, évidemment, dans la province, Oui. d'autres organismes francophones. Mais PPE est un très, très bel exemple d'opportunité pour nous, parents, de nous rassembler comme parents francophones et de parler la langue française. Donc, merci, Teresa. Olivia ajoute, ceci dans le but de mieux diriger les enfants plus tard. Oui. Mieux les parents comprennent le système, connaissent le système, mieux parents, tuteurs, tutrices pourront donc appuyer effectivement leurs enfants. C'est très, très clair. Donc, bravo, merci beaucoup. Merci à chaque parent pour partage de vos expériences. Merci infiniment pour votre temps, pour votre présence ce soir. Et je vais redonner la parole à Mabel. Oui, oui, merci, merci Bertrand, merci infiniment à notre animateur. C'est vraiment d'un très beau partage ce soir. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite encore à prendre quelques minutes pour remplir le formulaire d'évaluation que j'ai mis dans le clavardage. Et merci à toutes et à tous pour votre participation ce soir et vos partages enrichissants, votre expérience, votre résilience et votre engagement envers l'éducation et aussi l'épanouissement de vos enfants sont une véritablement source d'inspiration. Merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Belle soirée. Merci Merci, beaucoup, Mabel. Merci tout le monde. Merci. merci tout le monde. À la prochaine.